Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée au décryptage du volet économique du nouveau modèle de développement. Avec nos invités, nous allons essayer ce soir d'explorer, de décrypter et de mieux comprendre ces différentes recommandations et leviers proposés par les membres de la commission spéciale pour tracer le chemin de l'émergence de l'économie marocaine dans les 15 années à venir. Un rapport général sur le nouveau modèle de développement du Royaume présenté à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 25 mai dernier à Fès par Chakib Ben Moussa, président de la commission spéciale. C'est le fruit d'un an et demi de réflexion et d'échanges avec plus de 80 séances organisées et 1200 personnes rencontrées. Des travaux qui ont abouti à la conception d'une nouvelle vision ambitieuse pour un nouveau Maroc et pour une économie marocaine dynamique, productive et surtout inclusive, un Maroc émergent. Une ambition traduite par les 35 membres par des objectifs de développement ciblés. Et c'est ce que nous allons justement discuter, décortiquer, mais aussi comprendre tout au long de cette édition spéciale avec nos invités. Avec nous ce soir, un des membres de la commission spéciale, M. Nordin Laoufi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous également un autre membre de la commission spéciale, M. Mohamed Ben Moussa. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir pour essayer de comprendre cette philosophie derrière les propositions de la commission spéciale. Bonsoir, merci de l'invitation et ravi d'être là pour échanger avec vos invités, mon ami Sénor Delaoufi, et à travers vous également avec vos auditeurs. Tout le plaisir pour nous. Et nous avons, merci beaucoup. Et avec nous également M. Younes Kouri, doyen Afrique de l'école des Ponts Business School. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau et participer à l'exercice justement de comprendre les propositions de ce modèle. Merci à vous. Et puis c'est un devoir d'interagir avec une proposition nationale, patriotique. Et nous sommes là effectivement pour contribuer au débat. Alors justement, ce nouveau modèle de développement est une sorte de feuille de route proposant plusieurs leviers pour une accélération de la croissance économique, pour plus de bien-être des citoyens. Je vous propose de regarder différents témoignages de Marocains, de chefs d'entreprise, présidents de fédérations sectorielles ou encore de simples citoyens qui expriment leurs attentes concernant ce nouveau modèle de développement. Regardez. Le dernier plan de développement a permis d'établir un diagnostic franc et lucide afin d'identifier les leviers permettant d'atteindre un cap d'un Maroc prospère, un Maroc de compétences, un Maroc solidaire et durable. كتستبشروا خير لان هذا النموذج التنموي يجعل من العنصر البشري هو اصل التنميه الاجتماعيه. On est vraiment ravis qu'ils se consacrent à ces thématiques qui sont l'agriculture, l'éducation, le tourisme, la santé. Mettre l'humain au cœur, c'est clair et c'est net. Le Maroc dispose des facteurs de clé de succès dans son industrie. Il faut faire une stratégie de développement afin d'éviter l'importation des produits importants et faire travailler la main-d'œuvre marocaine. كل الفوارق الاجتماعية والمجالية ونقدروا نقولوا حتى إعادة توزيع الثروات الوطنية. واش هذا النموذج التنموي اللي وقف عليه صاحب الجلاله واش غادي يكون التفعيل ديالو من الناس المسؤولين والاطر على ارض الميدان وتكون الاستفاده شامله. Ma question tourne autour des objectifs économiques. Donc comment ce nouveau modèle de développement compte militer pour une répartition juste et équitable des richesses? On l'a bien vu justement, beaucoup d'attentes des citoyens marocains, que ce soit en termes de création d'emplois ou encore en termes de répartition de ces richesses, d'amélioration du niveau de vie. À la lecture des grandes lignes des propositions de la Commission, on voit que l'objectif phare de ce modèle de développement est justement d'arriver, on va le voir, de doubler le PIB par habitant pour passer de 7 800 $ actuellement à pratiquement 16 000 $ en 2035. Un objectif qui est louable et ambitieux, mais qui passe également par une accélération de notre cadence de croissance pour passer, selon vos propositions, à 6% pratiquement en 2025, puis un autre palier de croissance à 7%. Première question est pour M. Ben Moussa. Bon an, mal an, notre économie marocaine réalise un taux de croissance moyen de 3%. Pour doubler ce chiffre en moins de 5 ans, il faut une totale rupture. Alors, comment le Maroc, justement, pourrait, en ce laps de temps, arriver à transformer la structure de notre économie, mais aussi la cadence de production de nos entreprises? Et pourquoi ne pas avoir ciblé un peu plus haut un taux de croissance à 2 chiffres, à l'instar des économies émergentes? Parce qu'il faut rester réaliste et
rester ancré à la fois par rapport aux réalités de notre pays, mais également porter des ambitions importantes. Nous avons effectivement, sur les dernières décennies, réalisé un taux de croissance en moyenne autour de 3%. Nous souhaitons le doubler. C'est un objectif réaliste et atteignable. Pour cela, il faut que nous transformions notre modèle de développement. Et il faut qu'on soit conscient que pour y parvenir, nous devons avoir une approche globale, holistique du développement. Ce n'est pas simplement en menant des réformes purement économiques que nous y parviendrons. Nous devons repenser notre modèle de développement dans ses dimensions institutionnelles, dans ses dimensions politiques, évidemment dans ses dimensions économiques, mais aussi éducationnelles, culturelles, sociétales. Donc, nous avons la nécessité de mener de front un certain nombre de réformes sur tous ces domaines pour pouvoir libérer les énergies et pour pouvoir faire en sorte que notre pays puisse produire davantage de croissance. Il faut en même temps que nous disons cela, mettre en capacité un certain nombre d'acteurs à jouer ensemble, à travailler dans la co-construction, à travailler dans le partenariat, à chercher à créer de la richesse pour notre pays. Et je pense évidemment au secteur privé, qui sera au cœur de la croissance économique, mais également le secteur public. Et l'État a un rôle important à jouer en matière d'orientation de la stratégie économique. Et enfin, un tiers secteur, un nouveau secteur émergent qui regroupe les opérateurs du monde associatif, les coopératives. Eh bien, c'est en mettant tous ces acteurs dans une démarche citoyenne de co-construction, de partenariat, qu'on arrivera à briser ce plafond de verre et aller à 6% de croissance économique. Ça ne sera pas suffisant. Il faudra ensuite développer des politiques de redistribution plus équitable de ces richesses créées, tant au niveau social qu'au niveau territorial et générationnel. On va y revenir justement, mais en faisant votre travail, vous avez quand même identifié les freins à cette croissance économique. Est-ce qu'on peut avoir justement une idée, Monsieur Laoufi, sur ces freins qui bloquent l'émancipation, si j'ose dire, de notre économie nationale? Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre directement à votre question, je vais essayer de le faire rapidement parce que c'est Mohamed Ibn Moussa a donné l'essentiel. D'abord, il y a une vision. Vision, une ambition, un cap. Et c'est la première fois que ça arrive dans notre pays. Sur le plan économique, je crois que c'est le sujet de cet échange. Sur le plan économique, on a pour la première fois une vision de l'économie marocaine à l'horizon 2035. Alors évidemment, on va parler économie, mais dans le rapport, il y a plusieurs composantes. Tout à fait. Il y a des composantes essentielles. L'économie, bien entendu, un Maroc de bien-être, un Maroc prospère, un Maroc de compétences, donc un investissement qui doit être fait de manière massive dans l'éducation, la santé, un Maroc inclusif, un Maroc durable, etc. Ça, c'est des composantes du modèle. Évidemment, c'est une architecture horizontale. Toutes ces composantes sont placées sur le même niveau. C'est comme l'architecture d'une maison marocaine traditionnelle. Chaque composante a la même valeur, la même pondération, la même importance, et il faut les mener ensemble pour qu'on puisse arriver aux objectifs qui sont ceux du nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Deuxièmement, il y a une ambition économique, on va en parler. Tout à fait. Et je pense que pour aller vite, avant de rentrer dans les détails, elle est fondée sur la transformation productive. Donc ça, c'est une rupture par rapport au système productif marocain tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et transformation productive et répartition. Donc efficacité économique, objectifs économiques et financiers, mais également redistribution, justice sociale, équité, parce que ce sont les deux piliers du développement et du nouveau modèle de développement. Justement, M. Laoufi, c'est que parmi les chiffres qui ont interpellé les citoyens, c'est le doublement du PIB par habitant. Alors, est-ce que c'est un indicateur qui reflète justement une répartition équitable des richesses? C'est un indicateur, c'est une ambition performative. C'est-à-dire que lorsqu'on fixe un objectif fort,
en 2035, en fait, c'est un objectif assez fort. Parce que justement, regardez avec nous, on voit que la croissance du PIB par habitant est passée de 1990 à 2019, il a marqué une croissance de 207%. Donc, c'est que la force des choses, on va arriver à cet objectif dessiné ou tracé par votre commission. C'est une ambition, je le répète, performative. C'est-à-dire on fixe des objectifs forts et les moyens, on va mettre les moyens. On va mettre les moyens qu'il faut. Et les moyens qu'il faut, ils se trouvent, comme je viens de l'expliquer, dans la transformation productive. C'est grâce à cette transformation productive qu'on peut espérer justement d'avoir un taux de croissance annuel de 6%. Le rapport dit 6% au moins. Donc il faut faire plus. Il faut faire plus. Et c'est aussi possible grâce à un système de répartition parce que la justice sociale et l'équité, aujourd'hui toutes les théories économiques sur la justice vous le disent, la justice sociale est un facteur de productivité essentiel. Alors, Monsieur Scoli, je me tourne vers vous. On a vu que les deux objectifs phares, c'est le doublement du PIB, c'est doubler la croissance. Justement, quels seront justement ces leviers qui pourraient être mis en place pour arriver à cette répartition des richesses dans le Maroc de demain? Oui, merci. C'est Mehdi. Je pense que le premier réflexe, quand on entend ces chiffres, avec toute la bienveillance bien sûr qu'on a vis-à-vis de ce rapport, qui est un rapport qui appartient désormais à tous les Marocains, c'est que d'abord on va commencer par voir est-ce qu'il existe des pays qui ont déjà fait quelque chose de similaire. Forcément. Donc on a quelques exemples cités dans le rapport, et notamment la Turquie qui a opéré des percées significatives sur plusieurs sujets. Deuxièmement, on va voir le contenu. C'est l'objet de votre question. Donc là, effectivement, le rapport, il présente un certain nombre d'initiatives phares ou d'axes stratégiques importants. Le premier étant la transformation productive, c'est-à-dire typiquement, il va falloir réorienter l'investissement de secteurs à faible valeur ajoutée à des secteurs à forte valeur ajoutée. Donc c'est le fameux sujet de la transformation structurelle lente, c'est parmi les nœuds cité par le modèle. Nous avons deuxièmement effectivement cette question de gisement de la croissance. Parce qu'il va falloir cibler des sujets sur lesquels il y a there is room, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il y a un espace, on peut faire des choses. Donc là effectivement nous avons 4 grands sujets, le capital, je dirais, matériel, immatériel, la position géostratégique du Maroc, le marché interne. Et puis vous avez ce troisième sujet qui est fondamental, qui est effectivement cette histoire de libérer les énergies dans le cadre d'un sursaut entrepreneurial. Justement, on va y arriver tout à l'heure. J'aimerais bien vous poser, M. Moussa, une question, c'est que qui dit un taux de croissance élevé, dit donc plus d'efforts d'investissement. Votre objectif, et parmi les objectifs de ce modèle de développement, c'est un doublement de la participation de l'investissement privé, de passer de 35% à 65% à l'horizon 2035. Cela nécessite une implication du secteur financier, cela nécessite également une amélioration du climat, un climat des affaires qui est propice. Est-ce que vous pensez que ces deux facteurs suffisent justement pour pousser nos acteurs privés à prendre ce risque? Ces deux facteurs sont fondamentaux, ils sont essentiels, ils ne sont pas suffisants. Et vous touchez du doigt, un des grands enjeux du nouveau modèle de développement dans la partie et dans l'aspect économique, c'est être en capacité de réussir la transformation structurelle de notre économie et d'être en capacité de libérer les énergies des entrepreneurs, de procéder à une révolution entrepreneuriale dans notre pays, de lever tous les freins et d'inciter. Et là, l'État a un rôle important à jouer, d'inciter le secteur privé, national essentiellement, mais aussi le secteur privé international, à investir massivement dans les secteurs stratégiques, dans les secteurs d'avenir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire lever les freins. C'était votre question de tout à l'heure. Les freins sont nombreux. Vous avez un cadre juridique qui n'est pas sécurisant suffisamment, qui est instable, qui renferme un certain nombre de zones, on va dire, de flou artistique, qui sont évidemment mortifères pour le climat de confiance. Or, la confiance est absolument indispensable pour l'acte d'investissement. Donc, il faut, premièrement, mettre à plat tout le corpus législatif, réglementaire, qui régit le monde des affaires, pour identifier ces freins, pour identifier ces obstacles, identifier ces difficultés. Ces éléments également
d'inéquité, d'injustice. Je pense en particulier aux barrières administratives, aux pratiques de rente, aux pratiques rentières, aux agréments, aux situations également de conflits d'intérêts qui sont à la source d'un découragement des entrepreneurs à investir dans ces secteurs. Deuxièmement, vous avez toute la politique incitative de l'État qui a montré ses limites et qui n'a pas été pensée, orientée dans le sens et dans l'objectif de favoriser cette transformation structurelle de notre économie, cette montée en valeur, cette montée dans la complexité, notamment technologique, de nos produits. D'où la nécessité de remettre en place toutes les dérogations que l'État accorde sur le plan foncier, sur le plan financier, bancaire, sur le plan fiscal surtout, pour que les secteurs dits traditionnels, peu créateurs d'emplois de qualité, peu créateurs de valeur ajoutée, immunisés contre la concurrence, peu stimulants pour la recherche et développement, et bien que toutes les incitations fiscales de l'État décroissent très rapidement, pour ne pas dire qu'elles cessent, et pour mettre tout le paquet vers les secteurs d'avenir. Ça, c'est une deuxième orientation. Troisième orientation, il faut que la commande publique soit un vecteur de montée en gamme de nos entreprises, et en particulier de locomotives, et en particulier en faveur des TPME et des territoires et de nos régions. Et quand je dis commande publique, c'est évidemment l'intervention de l'État en tant qu'investisseur, parce que l'État a un rôle très important dans la politique d'investissement nationale, même si l'enjeu est de faire en sorte que le secteur privé puisse prendre le relais rapidement, mais c'est l'État aussi en tant qu'établissement et entreprise publique, et c'est l'État en tant que collectivité territoriale. Enfin et dernier point, il faut des réformes majeures dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du financement des entreprises, le marché financier, le secteur bancaire, pour que il n'y ait plus de barrières, pour qu'il y ait une équité des opérateurs économiques par rapport à l'acte d'investir, pour mettre un terme aux situations de rente et de conflits d'intérêts et libérer les énergies du secteur privé. Un dernier point, si vous me le permettez, le chiffre que vous avez indiqué tout à l'heure, il faut vite l'oublier, la croissance de 207% sur une période n'est pas significative. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Voilà, la Banque mondiale se trompe souvent. Et donc ce qui est significatif, c'est le taux de croissance moyen annuel, c'est ça qui est significatif. Le taux de croissance moyen annuel de notre économie a été bon an, mal an autour de 3%, avec une forte dépendance par rapport à la pluviométrie au secteur agricole. Et tout l'enjeu, c'est d'atteindre ces 6% qui sont à portée de main. Quand il y a eu un alignement favorable des planètes, nous avons eu 4,5 voire 5% de croissance. La Turquie, effectivement, est à des taux de croissance plutôt autour de 7-8%. Et vous avez certains pays africains qui sont à des taux de croissance à 2 chiffres. Donc les 6-7%, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un objectif ambitieux, mais réaliste. Parfait. Justement, c'est que qui dit taux de croissance, des créations, monsieur Laoufi, d'emplois. On a un taux de chômage qui est endémique, selon les chiffres du ACP. On va justement le voir, je pense, 2,5% au niveau national. Un chiffre qui s'aggrave pour les jeunes diplômés, pour les femmes. Vous êtes très proche du monde universitaire. Alors justement, comment aujourd'hui arriver à résoudre ce problème d'inadéquation entre l'offre de formation et entre justement les besoins du marché d'emploi pour donner ou pour préparer des compétences qui accompagnent cette transformation de notre économie? Sur les obstacles, les freins d'abord, à la croissance, à l'émergence, etc., la Commission a fait un diagnostic assez exhaustif, assez approfondi. Aucune question, aucun sujet n'a été éludé. Je peux vous l'affirmer en toute honnêteté intellectuelle, tous les obstacles institutionnels, politiques, juridiques, économiques, comportementaux, qui ont fait que l'actuel modèle de développement s'est essoufflé, ont été passés en revue avec beaucoup de pertinence. À l'intérieur de la Commission, il y avait évidemment des partis pris, y compris sur le diagnostic, plus forte raison sur les propositions, des partis pris, des convictions. Elles se sont exprimées au sein de la Commission, des convictions et des partis pris même les plus extrêmes, mais on est passé, si vous voulez, de cette éthique de conviction vers une éthique de
consensus, de responsabilité, pour dire voilà un peu quels sont les véritables obstacles sur lesquels on peut se mettre d'accord. Tous les Marocains sont d'accord. Ils ont été passés en revue. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Si Mohamed Moussa en a parlé. Maintenant, pour les solutions, y compris par rapport à la question relative à formation, emploi, etc. Il y a un volet, je l'ai dit tout à l'heure, le modèle de développement, c'est un édifice avec plusieurs composantes. Il n'y a pas que l'économie, il y a aussi le volet capital humain, le volet le Maroc des compétences. Donc on s'est beaucoup penché sur la question de l'éducation, sur la question de la formation, évidemment sur la question de la santé. Alors, est-ce que le problème est dans le système éducatif? Oui. Et dans le modèle, on a proposé une réforme. On parle de renaissance de l'école marocaine. Donc, pour vous dire que tout a été passé en revue, il y a beaucoup de mécanismes pour justement faire émerger une nouvelle école, une nouvelle école marocaine. Mais l'école ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne dans le cadre d'un écosystème dans lequel le système productif joue un rôle important. Donc la question de l'adéquation, de l'inadéquation, il faut la voir dans un système. C'est l'école, bien entendu, mais c'est aussi le système productif. Et la transformation productive, justement, propose beaucoup de choses pour que notre système productif soit capable d'employer toutes les compétences que nous avons. Elles sont très hautes, très pointues. Justement, les femmes. Les femmes aussi, bien entendu. Et des compétences qui, malheureusement, trouvent un environnement plus propice à leurs idées, c'est des jeunes qui n'ont pas du tout d'aversion pour le risque. Ils vont très très loin. Ils vont en France, ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis, ils vont même en Australie, ils vont à Sydney, pour vous dire. Et le Maroc, à mon avis, il doit mettre en place un système productif qui permet justement à ces talents, à ces jeunes Marocains dirigeants qui ont vraiment qui ont une vision. Moi, j'en connais pas mal qui ont des visions très, très, très importantes, qui seraient utiles à notre pays. Elles sont utiles à d'autres pays. Donc il y a, si vous voulez, le système éducatif, oui, il faut le réformer. Et dans le rapport, il y a beaucoup d'axes de réforme. Mais il y a aussi le système productif, et j'aimerais bien tout à l'heure qu'on le décortique. Tout à fait. On va y arriver. Maintenant, justement, je vous propose, le débat va se poursuivre, je vous propose de regarder cette série de questions, mais aussi de réactions que se posent les Marocains sur comment ce nouveau modèle de développement pourrait changer leur quotidien, mais aussi leurs revenus et leur économie. Regardez. Le nouveau modèle économique va apporter certainement une solution à la problématique de l'emploi, ou plutôt de chômage, parce qu'il se concentre spécialement sur le fait de garantir des règles stables entre les opérateurs économiques et aussi l'administration publique. والناس اللي عندهم شواهد اللي يتعاونوا مع القروض باش يديروا مشاريع ديالهم ويديروا استثمارات ديالهم. De la diversification des secteurs d'investissement et de la réorientation de l'économie vers les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les industries lourdes et l'industrialisation de la matière première. Ce Maroc est capable et a désormais besoin non seulement de relancer sa machine économique, mais également de changer de logiciel afin de parvenir in fine à promouvoir le Made in Morocco. Au niveau de l'axe qui porte sur la compétitivité marocaine, on peut poser la question sur les plans d'action qui vont être mis en place afin d'améliorer cette dernière. Deuxième levier possible de développement de l'économie marocaine est l'investissement. Mais pas n'importe quel investissement. Un investissement dans toutes les régions du royaume. Ma question concernant le nouveau paradigme du développement portera sur l'investissement et son offre d'emploi. Est-ce que ces investissements créeront de nouveaux offres d'emploi concernant les jeunes? Et comment on peut réduire
la fracture numérique dans notre société pour que le digital entre dans le quotidien des Marocains. Alors, on l'a vu, numérique, entrepreneuriat, financement, les attentes, les défis sont nombreux pour notre économie. Je pense, M. Aoufé, on revient par rapport à cette équation ou cette passerelle entre le monde universitaire, formation et entre cette émergence économique. Comment résoudre cette équation et comment rendre nos universités de véritables pépinières de compétences et pourquoi pas d'entrepreneurs? Bon, il y a dans le rapport de la Commission, il y a une place importante qui est réservée à l'enseignement de manière générale, à l'éducation, et en particulier à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'innovation, parce que c'est au sein de l'université que les jeunes, les compétences qui vont porter le nouveau modèle de développement sont formées. Donc il y a un ensemble de mécanismes, de propositions dans le modèle pour faire du Maroc une économie du savoir, une société du savoir et de l'innovation. Et évidemment, il y a un mécanisme qui est précisé dans le rapport, c'est la création d'un système national d'innovation, donc qui va permettre d'articuler 3 composantes, donc l'université, le monde industriel et le monde de la recherche-développement. Donc ces trois composantes dans un grand système national qu'on appelait le système national d'innovation ou l'écosystème national d'innovation va permettre justement de résoudre ces problématiques à la fois d'adéquation entre l'éducation et la formation et l'emploi. Et c'est aussi une façon de hisser le système productif, notamment industriel, vers des niveaux de sophistication, de modernisation plus élevés. De compétitivité notamment, oui. Compétitivité pour que le Maroc s'inscrive dans un nouveau cours industriel mondial qui est un nouveau régime fondé sur les compétences. Moi, je voudrais juste revenir tout à l'heure sur... vous avez parlé vous voulez savoir le rôle du système bancaire. Tout à fait, c'est que les banques n'arrivent pas facilement à ouvrir les vannes, sachant qu'aujourd'hui, je voudrais préciser aux téléspectateurs que, personnellement, je considère qu'il y a une innovation majeure qu'apporte le rapport, c'est sur le cadre macroéconomique. C'est-à-dire le cadre qui fixe les grandes orientations en matière de politique budgétaire, politique monétaire, système bancaire, etc. C'est pour la première fois que nous avons un cadre macroéconomique qui est tiré non pas par la croissance qui est importante, mais elle est limitée par le développement. Donc toutes les politiques budgétaires que les gouvernements, le gouvernement prochain va initier, la politique monétaire également. Je pourrais revenir un petit peu sur le contenu de tout à l'heure. Je ça. voudrais revenir Monsieur Skouli, c'est que rapidement, je reviens vers vous. Donc, non, je voudrais juste insister sur le fait que ça, c'est une inflexion importante par rapport à l'ancien modèle de développement, ce nouveau cadre macroéconomique qui définit de nouvelles politiques publiques. Parfait. Monsieur Skouli, c'est qu'aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement voudrait arriver à un choc de compétitivité avec la découverte ou l'exploration de nouveaux gisements de croissance. Comment aujourd'hui on pourra alléger ces charges qui pèsent lourdement sur l'entreprise? Il y a le poids conséquent de l'informel, on parle pratiquement, on va le voir, de 30% du poids du PIB. Il y a également la cherté de coûts de production, la prévalence de pratiques peu déloyales commerciales et économiques. Comment surmonter ces freins à la compétitivité de notre entreprise marocaine? Oui. Je pense que c'est une question fondamentale qui va au-delà, je dirais, des mesures et des propositions concrètes qui viennent dans le rapport de la Commission. La Commission a également, dans le rapport qu'on a lu, pointé du doigt un élément important qui est celui de la confiance et d'une sorte d'insécurité parmi les 4 nœuds qui font que, voilà, on n'a pas confiance dans beaucoup d'initiatives, etc. Je pense que l'informel, c'est des considérations, je dirais, rationnelles,
Il va falloir driver les secteurs pour plus de structuration, il va falloir accompagner, mais les politiques, et notamment fiscales, et les politiques d'accompagnement, et les politiques d'emploi, doivent fournir des réponses adaptées qui se confirment avec le temps. On ne peut pas se permettre, sur l'échelle programmatique, c'est-à-dire l'échelle des gouvernements qui vont se succéder pour mettre en œuvre et interagir avec ce modèle, afficher, je dirais, des politiques fiscales, par exemple, qui, au-delà d'une année ou de 2 années, vont connaître des changements d'une certaine brutalité qui fera que les acteurs économiques, et notamment les petits acteurs économiques, vont perdre confiance. Et du coup, cet effet d'entraînement pour aller de l'informel au formel nécessite une certaine stabilité de ces politiques-là. L'autre chose, il faut inclure ces populations vulnérables qui aspirent à des cadres de vie je dirais, respectables, décents, à travers des mesures d'ordre social, et notamment la généralisation de la couverture sociale. Et donc ce genre d'initiative, mais au fond du sujet, très sincèrement, c'est la question de la confiance qui articule toute politique de transformation. Car voyez-vous, dans les niveaux de maturité de la pensée humaine, vous n'arriverez pas à changer mon avis ou le vôtre à travers des actions de court terme. Il va falloir que vous agissiez sur mon système de croyance. Donc la question à se poser, c'est qu'en fin de compte, le modèle qui est proposé, il s'adresse à quel nombre de décideurs? Est-ce qu'on adresse 100 décideurs marocains? 1000? 10 000? Il nous faut un chiffre à partir duquel on va se dire, cette masse humaine qui va transiter par un dispositif de transformation du pays à tous les niveaux, ce que vous appelez le grand système, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'ils existent? Je veux dire, prêts à l'emploi? Est-ce qu'il va falloir qu'ils suivent des parcours de transformation eux-mêmes? Quel est leur système de croyance collectif, ce qu'on appelle l'éthos de ces décideurs publics notamment, mais également, comme vous l'avez bien souligné, des décideurs dans le secteur privé? Vous avez bien voulu mettre le doigt sur la question des taux bancaires, par exemple, un taux directeur qui baisse et des taux sur le marché qui restent quand même élevés. C'est un fonctionnement où il y a des anomalies qu'on ne corrige pas par les mesures, même si elles sont pertinentes, mais qu'on corrige en agissant sur cette trame humaine qui dirige le Maroc ou qui est appelée à diriger le Maroc de demain. Je pense que M. Laoufi voudrait réagir par rapport à ça. Sur l'informel, bon, le rapport dit qu'il faut le ramener à 20%. Et on distingue l'informel organisé de l'informel du survie. L'informel organisé, il faut qu'il se formalise. Il y a une... Mais comment? Sachant qu'il y a plusieurs politiques. Il y a une phase de transition, parce qu'il y a des secteurs qui sont spécifiques. Donc mais il faut finir à terme par formaliser ce secteur informel organisé. C'est quoi justement dans lequel il y a beaucoup de ce que j'appellerais les passagers clandestins ou les resquilleurs, et il est temps de mettre un terme à cela. Mais il y a l'informel de survie. Celui-là, le rapport propose des mécanismes pour l'intégrer dans l'économie nationale. Comment l'intégrer? Dans l'économie coopérative, c'est des exonérations par un mécanisme, par une carte professionnelle, par des mécanismes fiscaux, par de la formation, etc. Donc ça, il faut absolument distinguer dans le secteur informel ces deux composantes. Le rapport le fait. Alors, M. Benmoussa, est-ce qu'aujourd'hui il est facile d'orienter nos chefs d'entreprise, nos investisseurs vers des secteurs productifs dont la rentabilité limitée? Parce qu'aujourd'hui, on voit que nos investisseurs se dirigent vers des secteurs comme l'immobilier, dont la rentabilité est très facile. Est-ce que la tâche est facile d'aller vers des secteurs à forte valeur ajoutée? Le développement n'est jamais facile. Réorienter le secteur privé vers ces filières d'avenir et donc procéder de cette manière à une politique qui favorise la transformation structurelle de l'économie, ce n'est pas facile. C'est compliqué, mais c'est faisable. Et pour cela, il faut qu'il y ait un esprit de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Je vous disais, le rôle du secteur public, c'est d'orienter et c'est de réguler. Il doit réguler comment? En mettant un certain nombre de dispositifs, de lois et de mécanismes de contrôle. Il doit également repenser sa politique incitative. Comment réorienter le secteur privé vers ces secteurs? Eh bien, c'est en arrêtant
toutes les subventions, en arrêtant les dérogations foncières, en arrêtant les soutiens financiers, les soutiens bancaires, en arrêtant les dérogations fiscales, les niches fiscales, vers ces secteurs qui finalement sont protégés et ils sont, qui produisent et qui procurent des rentabilités à court terme et qui apportent très peu de valeur ajoutée à l'économie. Comment réorienter? Eh bien, tout cet effort budgétaire doit être réorienté vers les secteurs d'avenir, c'est-à-dire l'industrie, c'est-à-dire l'exportation, c'est-à-dire la recherche-développement, les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, la recherche-développement, le savoir. Voilà comment est-ce qu'on peut réorienter les investissements privés vers ces secteurs. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le secteur public, l'État, soit un peu un éclaireur, un pionnier. Autrement dit, il doit lui-même faciliter l'investissement du secteur privé dans certaines filières en étant lui-même co-investisseur. Justement, on le voit ici, ce que vous ambitionnez de porter la valeur ajoutée industrielle de moyenne et haute technologie de 28% en 2019 à 50% en 2035. Donc l'objectif est ambitieux tout de même. Oui, parce que c'est l'industrie qui va créer des emplois. Je vous rappelle que nous avons 250 à 300 000 jeunes Marocains diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Et notre économie ne produit en moyenne que, allez, on va dire 70 000 emplois sur la décennie 2010 et 140 000 en moyenne annuellement sur la décennie 2000. Où est-ce qu'on va trouver ces gisements? Où est-ce qu'on va trouver cette source de création d'emplois de qualité? C'est essentiellement dans l'industrie, mais pas seulement. Je vous parlais tout à l'heure du tiers secteur, de l'économie sociale et solidaire. Cette filière, ce secteur va créer aussi des emplois. Moi, je voudrais rajouter quand même, au-delà de la question que vous me posez, un certain nombre de points qui me semblaient importants. Sur l'informel, Sénor Leofi a raison de dire qu'il n'y a pas un informel au Maroc. Il y a des informels. Et il a commencé à expliquer quelle est la politique que nous proposons, quelles sont les orientations. Une politique, j'allais dire, à double détente, une politique extrêmement empathique pour l'informel de subsistance, avec des aides sociales, avec des cartes professionnelles, avec des aides bancaires, financières, fiscales, avec de la protection sociale, pour pouvoir adhérer à l'économie formelle avec des niveaux de réglementation pratiquement proches de zéro, les plus simples possibles, avec une contribution très symbolique. En revanche, pour l'informel organisé, structuré, qui mobilise des flux de capitaux très importants et qui dévalorise notre économie, qui met en grande difficulté le secteur productif privé, qui lui est exposé à la concurrence, qui lui respecte la réglementation, ses obligations sociales et fiscales, vis-à-vis de cet informel organisé, structuré, il faut que la loi passe. Il faut que la réglementation soit appliquée, moyennant un certain nombre de protocoles, d'accords, qui gèrent une période transitoire, mais la loi doit passer et doit s'appliquer. Je voulais réagir par rapport à... Oui, par rapport à ce que vous avez dit, et puis sur laquelle il y a eu pas mal d'explications intéressantes. Je pense que le fil conducteur de ce que nous sommes en train de discuter, est-ce que l'ambition qui est affichée est à la portée, et puis il y a la stratégie du comment qui se pose d'une certaine... avec acuité, c'est tout à fait normal. Quand nous voulons envisager une transformation inédite, que nous n'avons jamais expérimentée dans le passé, nous avons effectivement, et c'est ce qu'on voit dans le rapport, mis en exergue un certain nombre de traditions, de programmes, d'expériences que nous avons déjà déroulées. Sur la question de la transformation structurelle et de la valeur ajoutée industrielle en particulier, nous avons une tradition, nous avons une expérience dans quelques secteurs. Et globalement, sur le plan, je dirais, conceptuel, vous avez la chose qu'on a expérimentée, c'est ramener des IDE, favoriser l'émergence d'un écosystème autour de ces IDE, donc un grand industriel qui s'implante, il ramène ses sous-traitants, etc. Et puis vous développez, vous montez en gamme dans l'emploi, parce que vous avez besoin de gens un peu plus formés, etc. Et puis l'État change de rôle. C'est un État qui devient incitateur, qui accompagne, qui finance, et qui essaie aussi de
connecter les points en mettant à la disposition une offre logistique, une offre en matière d'énergie, vous l'avez cité tout à l'heure, parce que ça, les chocs de compétitivité... Une énergie qui reste tout de même chère. Très très chère, parce que nous ne séparons pas encore entre des fonctions de régulation, des fonctions de transport, des fonctions de distribution. Ça a été évoqué de façon élégante dans le rapport. Mais l'idée de base, et j'ai vu quelques chiffres circuler comme les gazelles, ces entreprises qui vont passer, je pense, d'un millier peut-être 2000 à 3000 jeunes gazelles en 2035. Donc voilà un sujet précis qui nécessite une transformation culturelle. Oui, tout à fait. Culturelle. Tout à fait. Pourquoi? Parce que les 5 modèles, si vous voulez, de maturité des organisations, y compris des États, nous sommes aujourd'hui pratiquement, majoritairement, entre le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2 étant le conformisme. Vous avez une administration qui se veut conforme. Les gens qui sortent des process, des procédures, ne sont pas forcément valorisés dans les parcours administratifs d'aujourd'hui. Nous avons un secteur privé qui essaie de se focaliser sur ce qu'on appelle l'achievement, c'est ce qu'on appelle l'entreprise ou l'organisation orange. Mais pour faire cette transformation de taille, vous ne pouvez pas la faire avec les process, avec les dispositifs et avec les systèmes de mesure. C'est culturel. C'est ce qu'on appelle le niveau vert ou le niveau opale qui vient au-dessus, c'est le modèle de Frédéric Laloux, et je trouve pas mal d'initiatives dans le modèle de développement qui insistent sur cette transformation d'ordre immatériel. Alors concrètement, je reviens à cette masse humaine, les 1000, les 5000, les 10 000 Marocains qui seront concernés, les têtes de pont, les drivers de cette transformation. Par quel circuit il passe, quelle pool de compétences je mets en place et comment est-ce qu'on se met d'accord sur une action, je dirais, de groupe pour pouvoir transformer en même temps, partout, beaucoup de sujets. Car voyez-vous, si l'on se concentre, et on l'a fait dans le passé, si on concentre nos efforts institutionnels, financiers, réglementaires, sur un espace géographique comme Tangemed, sur une initiative précise, on réussit au Maroc. Par contre, dès qu'il faut interconnecter plusieurs réformes à la fois, nous avons des choses à apprendre et je pense que c'est l'objet de l'expérimentation que l'on doit dérouler très rapidement avant d'envisager de façon, avec une certaine humilité, une généralisation à l'ensemble des secteurs et je pense que nous avons des choses intéressantes dans le modèle. Vous avez évoqué la question de l'innovation et ça me conduit vers les exportations, c'est que vous voulez en faire un pilier pour accélérer ces exportations et ce Made in Morocco. Comment aujourd'hui arriver à vendre le savoir-faire marocain à l'international? Et à mon sens, sauf omission, le rapport n'a pas abordé la question du dirham, du régime de change. Est-ce que c'est un levier qui peut être actionné pour une meilleure compétitivité du Made in Morocco à l'export? Non, le rapport a évoqué la politique monétaire dans son ensemble. Donc la question du taux de change, du dirham, etc., elles sont traitées dans le cadre de cette nouvelle politique monétaire. Le diagnostic que la Commission a fait sur le système productif actuel a dégagé un certain nombre de fonctionnements. On a constaté, tous les Marocains l'ont constaté, les stratégies sectorielles ont été élaborées en silo. Donc problème de convergence, de coordination entre l'ensemble de ces politiques et il y a des fois des doubles emplois, beaucoup de gaspillage en termes d'investissement, etc. C'est le constat, le diagnostic a été fait. La transformation productive, c'est une nouvelle politique transversale, stratégique, qui est placée au niveau du chef du gouvernement. Donc la politique économique en matière sectorielle, elle se fera, disons selon les orientations du rapport, elle se fera au niveau du gouvernement de manière systémique, de manière coordonnée, de manière cohérente pour éviter justement ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors évidemment, dans cette transformation productive, le Maroc va s'inscrire dans le nouveau régime industriel qui est fondé sur la qualité,
La qualité au sens global, hein, la qualité du produit. Comment justement atteindre cet objectif de 6 000 à 12 000 entreprises exportatrices à l'horizon de 2035? Alors, d'abord le nouveau régime industriel. Hein. Le nouveau régime industriel qui s'est mis en place au niveau mondial, et le Maroc qui doit s'inscrire positivement dans ce nouveau régime industriel. Il est fondé sur la qualité, sur l'innovation, sur les normes, le respect des normes à la fois sociales et environnementales, etc. Et donc le système actuel, le système productif actuel, on le sait, il est très déficitaire sur ces différentes composantes. Alors, tout à l'heure, on m'a parlé de l'université, la recherche, etc., qui offre, qui produit des compétences. Donc, ces compétences-là, elles vont trouver dans le nouveau système industriel, le nouveau système productif national, des opportunités pour exprimer un petit peu leur... Et donc, monsieur, ce sont les industriels qui vont financer cette recherche? Le Made in Maroc, c'est une composante essentielle de cette transformation productive. On l'a vu, c'est sous le Covid, on a vu un peu comment les jeunes, les start-up, etc., se sont déployés justement pour faire des... Parce qu'on pourrait, moi, je pourrais parler de miracles. De miracles si on regarde ce qui se passait avant et tous ces talents qu'on a pu découvrir. Donc le Made in Maroc, ce n'est pas seulement un produit qu'il faut vendre au niveau international. Ce n'est pas juste un label, etc., qu'il faut vendre par une politique commerciale ou de marketing. Le Made in Maroc, c'est un ensemble qui va de la conception du produit, de l'innovation par rapport à ce produit, de la production, de la fabrication, de la consommation. Produire marocain, consommer marocain. Et c'est la meilleure manière de permettre au Made in Maroc de s'inscrire dans le Made in Monde. C'est la meilleure façon parce qu'il sera fondé sur la qualité, sur l'innovation, sur le respect des normes environnementales et sociales. Monsieur Scolé, rapidement, avant de passer à l'axe concernant le financement de ce nouveau modèle de développement et des réformes et les priorités, vous voulez réagir par monsieur? Très rapidement, sur le Made in Morocco, effectivement, je rejoins votre idée, CFV, qui est celle en fait du rapport. Pour ne pas comprendre le Made in Morocco seulement comme étant ce label que l'on met sur un produit parce qu'on le vend à milieu du pays. En tout cas, ce n'est pas ça dans le rapport. Tout à fait. C'est pour le connecter à un dispositif important en matière d'investissement qui est le deuxième pilier de l'intégration aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Comme je vous ai dit que soit on s'intègre à ces chaînes-là par un investissement de type IDE, investissement direct étranger, donc un industriel qui arrive avec son système, on va dire. Et nous, en tant que gouvernement, en tant qu'État, en tant que ressources humaines, en tant que bassin d'emploi, en tant que logistique, en tant qu'énergie, etc., en tant que politique de formation, ce qu'on appelle les politiques de contour, on s'adapte pour l'appuyer, pour le rendre suffisamment, je dirais, intéressant, et aussi en tant que politique commerciale, pour lui permettre d'exporter. Donc, le deuxième sujet, la Chine l'a fait, c'est que vous avez une maturation du secteur industriel, notamment, qui fait qu'il est tellement intéressant qu'il arrive à drainer des marques qui ne s'implantent pas sous la logique IDE, mais sous une logique de contractualisation de marques. C'est-à-dire, je débarque dans un pays, je trouve qu'il y a une plateforme industrielle suffisamment intéressante, proche de mes modes de fonctionnement, de conceptualisation, de conception, de production, etc., etc. Et donc, je passe un contrat, et donc les coûts de cette transition pour l'investisseur ou le détenteur de la vraie marque, si vous voulez, il est beaucoup moindre que celui d'un vrai investissement direct étranger. Et donc c'est là quand même un objectif raisonnable qui est déjà fait par d'autres pays et dans lequel nous pourrons nous positionner, peut-être pas dans tous les secteurs, mais au moins dans quelques-uns et notamment dans le digital. Vous avez posé une question, Mehdi, sur le financement de la recherche. Il est important de répondre à votre question. Le financement d'abord de la recherche au Maroc, il est très faible. Nous avons 0,8% de notre PIB qui est consacré annuellement à la recherche, alors que la moyenne mondiale est au 3%. Et les pays qui sont très puissants en matière de recherche sont plutôt à 6%, voire 8%. Donc nous avons un effort considérable à faire. Qui doit le faire? Évidemment, d'abord, la puissance publique. Je vous réponds. D'abord, la puissance publique doit donner l'exemple. Et la puissance publique doit mettre davantage de ressources financières pour financer les laboratoires de recherche, financer les centres de recherche, d'études, des universités.
Ensuite, il faut que ça se fasse en partenariat public-privé. D'où la nécessité de mettre en place des projets qui vont être définis en partenariat par l'État, par les régions d'une part, et d'autre part, par les universités, les centres de recherche, les laboratoires de recherche, et le tissu productif, les grandes entreprises industrielles, qui, elles, vont définir leurs besoins et qui vont définir une feuille de route des travaux de recherche à définir, évidemment avec les régions, mais surtout avec les universités. Comment on finance ça? Notamment par l'outil fiscal. Et donc, nous avons proposé un crédit d'impôt recherche dont la finalité est de pouvoir encourager les entreprises à investir dans la recherche, évidemment dans une situation où cet investissement est partiellement pris en charge par l'État à travers le crédit d'impôt recherche. Restez avec nous, justement, on va découvrir un autre axe, ou plutôt un autre volet de cette feuille de route économique. Je propose justement d'écouter d'autres réactions de Marocains qui se posent des questions sur ce nouveau modèle de développement. Regardez. خصنا نديروا استثمارات وخصنا دي فورماسيون للفلاحه اللي خدامين في القطاع وخصنا ندعموا الفلاح البسيط الفلاح الصغير نعطيه قروض نمدوهم بكل ما يلزم من تكنولوجيا من دي فورماسيون جداد. كنتمناو النهوض بالمراه القرويه وخصوصا في هذا مجال الاركان لان هذاك هو المجال ديالنا حنا اللي كنفهموا فيه. Les acteurs touristiques qui sont vraiment conscients, ils ont vraiment besoin aussi du business et ils vont vraiment faire le maximum afin d'attirer le maximum de clients internes. Il y a beaucoup de personnes, de Marocains ont exprimé un fort désir pour voyager à l'intérieur du Maroc à condition d'une offre promotionnelle adaptée, une offre qui répond aux besoins et aux attentes des touristes ou des Marocains. تشجيع السياحة الداخلية كيخص المؤسسات الفندقية تخفض الثمن ديالها باش المغاربة اللي الدخل ديالهم محدود حتى هما يساهموا في التشجيع ديال السياحة الداخلية ديال البلاد. في هذا الشق هذا يجب على الجهات بالأساس العمل على تسويق المنتوجية المحلي والتعريف بالمناطق اللي كتعرف اللي كتزخر بمناطق خلابة وكتزخر بشواطئ وكتزخر بالعديد من الأمور. نبغوا توضيحات في اطار هذا الدعم العمومي في القطاع الفلاحي تحديدا اللي حنا كنطمحوا ليه ومازال ما عارفين المؤسسه اللي لجؤوا ليها في اطار دعم وتكوين وتاطير القطاع الفلاحي. Monsieur Moussa, on l'a vu justement, c'est que deux secteurs tiennent au cœur des Marocains, qui sont des secteurs de croissance traditionnels, qui sont l'agriculture et le tourisme. Comment aujourd'hui on peut les consolider pour s'imbriquer dans ce modèle de changement, un modèle de développement économique? Oui, d'abord, je voudrais dire à nos compatriotes que plusieurs secteurs doivent être au cœur de la transformation structurelle de notre économie. L'agriculture, l'agro-industrie et le tourisme en font partie, mais ce ne sont pas les seuls. Donc il faut traiter de l'ensemble de ces secteurs où on va pouvoir produire des produits plus complexes, à haute teneur en valeur ajoutée, à haute teneur en technologie, en savoir-faire, donc des activités qui vont valoriser le savoir-faire et l'intelligence des Marocains. Maintenant, pour ces deux secteurs que vous venez d'indiquer. D'abord, le secteur agricole et agro-industriel. Vous savez qu'il y a eu deux stratégies sectorielles. Et vous savez également que ces stratégies ont apporté un certain nombre de résultats positifs, mais elles posent également beaucoup d'interrogations. Voire, elles mettent en évidence des éléments, j'allais dire, d'insatisfaction. Vous savez que la stratégie du secteur agricole vient de faire l'objet d'une refonte à travers le plan Génération Green, qui est dans ses débuts de mise en œuvre. Donc il va falloir faire le point sur les premiers résultats de cette stratégie agricole. Mais s'il fallait résumer les grandes orientations stratégiques pour les années à venir, d'une part, il va falloir que ce qu'on appelait le pilier 2, c'est-à-dire la petite agriculture, l'agriculture sociale et solidaire, soit priorisée par rapport aux grandes exploitations agricoles. Parce que ce qui est important, c'est d'élever le niveau de nos concitoyens qui vivent dans le monde rural. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc cette stratégie doit les prioriser. Il faut qu'il y ait des relations plus équilibrées entre ce qu'on appelle les agrégateurs et les petits agriculteurs. Et le partage de valeur ajoutée entre les agrégateurs et les petits agriculteurs, qui aujourd'hui est plutôt favorable aux agrégateurs, demain doit être plus équilibré. Il faut que ce partage soit plus juste. Troisièmement, il faut pouvoir moderniser notre agriculture en utilisant des technologies qui aujourd'hui sont plus économes en termes d'utilisation de la ressource la plus rare dans le secteur agricole, qui est l'eau,
et qui utilisent des technologies d'agriculture, d'irrigation de pointe, d'engrais qu'on peut utiliser sans déprécier la biodiversité. Donc vous avez un certain nombre de propositions dans ce sens. Il faut aussi que les agriculteurs puissent amener leurs produits directement sur le marché auprès des consommateurs en rédivisant les circuits de distribution pour pouvoir les valoriser, faire du marketing. Bref, voilà l'orientation pour ce qui concerne le secteur agricole. Vous m'avez posé la question sur le tourisme. Pour le tourisme, vous savez qu'avant la crise de la Covid-19, il y avait déjà les prémices d'un changement de stratégie, d'un changement comportemental. L'écotourisme se développe. Le tourisme éco-responsable se développe. Mais on a vu ce qui intéresse les Marocains à travers leurs témoignages, c'est le tourisme interne. C'est le grand oublié des stratégies. Le tourisme interne doit également être prioritaire. C'est une des recommandations du nouveau modèle de développement que de proposer une offre diversifiée de tourisme interne de qualité en valorisant cette activité, en augmentant et en renforçant la formation des jeunes qui travaillent dans le secteur touristique, en valorisant notre patrimoine naturel, notre patrimoine immatériel et en proposant des offres de produits touristiques diversifiés pour nos concitoyens. Monsieur Scoli, justement, c'est qu'aujourd'hui, 20% des recettes en devises du Maroc ou touristiques partent vers l'étranger chaque été lors de la saison estivale. Comment justement amener ces Marocains à dépenser leur argent dans leur pays et non pas à l'étranger? C'est vrai qu'on vit une certaine contradiction avec l'étendue de nos côtes, d'une part, qui n'ont rien à envier à celle des pays mitoyens, et d'autre part, effectivement, une offre touristique qui n'est pas toujours adaptée en services, en coûts, etc. Pour le tourisme, je pense qu'il y a deux idées importantes que je rajouterai à ce qu'a dit Sidi Moussa. Donc il y a l'idée de la nécessité de penser à régionaliser les vacances. Parce que l'idée, c'est de dire le taux d'occupation de nos infrastructures touristiques doit pouvoir être un peu lissé en fonction d'une certaine, je dirais, fréquence, etc. C'est recommandé par la Commission. Et deuxième chose, tout à fait. Et deuxième chose, c'est ce pas vers le digital qui reste quand même encore timide et qui doit se développer davantage avec toute, je dirais, la projection sur les différents types, des différentes niches. Sur l'agriculture, un mot très rapide. On ne peut pas concevoir, et c'est dit un peu en filigrane dans le rapport, on ne peut pas concevoir une valorisation de la production locale, en fait, et l'intégration des chaînes de valeur, sans concevoir un mode de vie décent et approprié par rapport à cette jeune génération d'agriculteurs dans le milieu rural. Donc, politique monde rural et politique agricole se rejoignent à un certain moment. Il va falloir offrir aux jeunes qui vont vivre dans le monde rural, des conditions de vie qui sont acceptables, qui ne le poussent pas par une certaine ambition ou un certain besoin de prouver soi-même ou de vivre autrement, d'aller ailleurs. Donc ce n'est pas juste une question de revenus et une question économique, c'est aussi une aspiration sociétale à laquelle il faut donner beaucoup d'importance, d'où l'intégration de tout ce qui est territoire, donc c'est l'autre axe du programme, et les politiques urbaines et les services publics à l'échelle des territoires, je dirais, ruraux, etc. Restez avec nous justement, je vous propose d'écouter d'autres réactions de Marocains sur d'autres aspects de ce nouveau modèle de développement. Regardez. La réussite du nouveau modèle de développement économique marocain serait étroitement liée à la mise en place de mécanismes d'action pour l'acculturation d'une réelle culture d'entrepreneuriat. Pour la partie financement, on a une lourde démarche administrative et un gros dossier à monter par rapport à la demande de financement, soit au niveau des banques, soit au niveau des bailleurs de fonds en général. Donc pour moi, je crois le nouveau modèle de développement, oui, il encourage l'entrepreneuriat. Il y a des facilitations en termes de financement à travers le système bancaire et des facilitations aussi administratives à travers la dématérialisation du processus de création d'entreprise. أنا بغينا نعرفوا شنو هما الحيتيات وشنو هو الدعم اللي مسطر في هذا الإطار هذا. يعني ما كرهناش انه تزيد توضح لنا الصوره باش اننا يعني تكون عندنا قناعه 200% باش حتى حنا نزيدوا نستثمروا. هو واش هذا النموذج التنموي الجديد اللي جاب هذه الاستراتيجيات الكبيره اللي غتهم البلاد، واش غادي يكون هناك قطيعه من الاستراتيجيات القديمه؟ بعض الادارات
خاصها تحس شويه بالمسؤوليه وما يبقاوش يبلوكي l'investisseur l'investissement. Il faut davantage réinventer le business model des grandes entreprises publiques et semi-publiques afin de réadapter leur mission à la conjoncture et à la stratégie économique actuelle du pays. اليوم النموذج التنموي الجديد نرجو أنه سيكون آلية وميثاق وطني تنخرط في جميع الفعاليات لأجل تعزيز وبناء مغرب كما نراه نحن الشباب. السؤال مطروح بالطبع كيبقى هو واش كاين تناسق وتوافق بين الحكومة واللجنة باش يلقاو إن شاء الله حل هذه المشكلة هذه المطروحة. Tout à fait, une question pertinente de qui va exécuter tout ce grand chantier économique, sociétal. Mais avant d'y arriver là, je pense que M. Laouf voulait revenir par rapport à la question de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Sur l'agriculture et le tourisme, je suis d'accord avec ce qu'a dit Skouri, Mohamed Ben Moussa. Le tourisme, il nous ramène au débat de tout à l'heure sur le Made in Maroc. Tout à fait. Donc voilà, nous avons un tourisme qui peut être Made in Maroc. Sur l'agriculture, la Commission a distingué les secteurs stratégiques. On a eu le Covid. Le travail de la Commission a été prolongé de 6 mois. Tout à fait. On a pris en compte justement l'impact du Covid. L'idée de sanctuariser un certain nombre de secteurs stratégiques est venue justement une leçon, un enseignement qu'on a tiré du Covid cette histoire des pandémies va certainement perdurer au-delà du Covid-19. Secteur stratégique, dont l'agriculture. La sécurité alimentaire est devenue essentielle pour le développement et pour le pays. La sécurité sanitaire, la même chose. La sécurité digitale, parce que c'est un secteur qui va exploser. Ce sont là des secteurs donc stratégiques qui sont sanctuarisés et l'intervention de l'État est essentielle dans ces secteurs parce qu'il s'agit de la souveraineté économique nationale. Monsieur Ben Moussa, c'est quand on voit qu'il y a une audace de changement, de la volonté de faire émerger un Maroc nouveau, mais en même temps, il faut beaucoup d'argent. Vous avez parlé quand même de ressources financières dégagées par l'État additionnel. On va le voir justement, 45 milliards de dirhams en 2025, ce qui représente pratiquement 4% du PIB, puis 120 milliards de dirhams en vitesse de croisière, soit 10% du PIB. Est-ce que l'État marocain a tout cet argent? Et comment justement va se faire le montage financier alors que d'autres chantiers budgétivores sont lancés en même temps? Question pertinente. Permettez-moi de dire 2 mots rapidement sur l'agriculture. Parce que je pense que je dois compléter ma réponse tout à l'heure en vous disant qu'il y a, en plus des orientations que je vous ai indiquées, 2 autres qui sont importantes. Première orientation, il faut que le coût de la ressource la plus rare, la plus importante qui est l'eau, soit revu. Aujourd'hui, le coût de la ressource n'est pas pris à sa juste valeur. Et en particulier dans l'exploitation et dans l'utilisation de l'eau, dans le secteur agricole et dans le secteur industriel. Donc la facturation du coût réel de l'eau doit être revue à la lumière du fait que nous sommes dans une situation de stress hydrique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons une capacité de 650 mètres cubes par habitant annuellement, alors que la situation de stress hydrique est à partir de 1000 mètres cubes. Nous sommes déjà dans une situation précaire. Mais la deuxième idée, est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est les privés? Est-ce qu'il faut libéraliser le secteur? Est-ce qu'il faut plus de régulation? Ça, c'est typiquement la régulation de l'État, évidemment. Et c'est l'État qui doit définir une politique tarifaire qui est adaptée à nos capacités naturelles, nos ressources naturelles, qui doit investir également dans des stratégies d'utilisation d'eau, de substitution, dans le cadre d'une logique d'économie circulaire, dans le cadre d'utilisation des eaux usées, de retraitement des usines de dessalement d'eau de mer, etc. Mais c'est l'État qui doit définir évidemment la politique tarifaire de l'eau. Deuxième point qui est important, l'industrie doit être une locomotive pour l'agriculture. Aujourd'hui, 20% de nos produits agricoles sont transformés. C'est une aberration, c'est un non-sens. Et nos produits agricoles, pour pouvoir justement réussir la transformation structurelle de notre économie, monter en gamme, monter en valeur, nous devons aller à des taux de transformation industrielle de nos produits agricoles
à des niveaux beaucoup plus élevés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'aberrations, c'est que nous sommes l'un des plus grands producteurs d'agrumes au monde et nous importons annuellement 120 000 tonnes de concentré de jus d'orange. Alors, donc ne transformons pas. Alors, vous avez reviens vers vous par rapport au financement. La question tout sur à le fait. financement. Comment justement l'État marocain devrait accompagner ces réformes et selon vous, quel est le séquencement de ces réformes? Oui, question pertinente qui a été aussi posée par une jeune étudiante tout à fait à la fin. Je pense que nous serons amenés à réfléchir autrement, mais tout de suite. L'un des modèles qui fonctionne le mieux quand on ramène la discussion sur le modèle de développement de son volet économique à son volet de leadership et de management. Là, on est sur un autre registre. C'est ce qu'on appelle les organisations ambidextres. Car voyez-vous, on sera obligé dans les années à venir de faire deux choses à la fois. Et croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de profils qui arriveront à le faire à la fois. Il va falloir gérer le pays business as usual, c'est-à-dire il y a des urgences, parce que les urgences ne vont pas se terminer, la crise sanitaire a ses impératifs, le dialogue social, énormément de sujets. Mais il y a tous ces sujets dans lesquels il va falloir appliquer un autre style de management, le droit à l'erreur, l'expérimentation, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas une tradition sur tous ces sujets. Et ça a été mentionné dans le rapport. Tout à fait, non, ça a été mentionné dans le rapport. Alors l'idée... L'expérimentation. Alors l'idée, effectivement. Alors l'idée, c'est de pouvoir tout de suite se dire, est-ce qu'il nous faut des types de gouvernement qui gèrent le pays avec cette logique bicéphale, si je puis m'exprimer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire une logique de gestion des affaires courantes et une autre logique de transformation. Comment est-ce qu'on va loger cet effort de la transformation à l'échelle programmatique, pas à l'échelle du dispositif de suivi, etc. Donc, et l'idée, c'est que peut-être dans les profils qui existent sur la place et qui sont nombreux, Dieu merci, et on l'a vu dans toutes les rencontres que la Commission a faites et toutes les auditions, tous les experts, c'est qu'il faut prévoir dans le cadre du pacte national du développement une acception de ces deux logiques-là. Et ça a été fait dans beaucoup d'autres structures, peut-être pas à l'échelle d'État, mais de toute façon, ça mérite d'être essayé. J'en viens vers M. Benmoussa rapidement par rapport au financement, qui est quand même une question que se posent tous les Marocains, tous les opérateurs économiques et économistes. Comment nous allons justement financer ce grand chantier économique? C'est une question clé parce que c'est à l'aune de cette question qu'on voit si le nouveau modèle de développement est réalisable et crédible ou pas. Et je vous réponds directement et à travers vous, à vos téléspectateurs, le nouveau modèle de développement peut être financé. Et il peut être financé, contrairement à votre question, non pas par l'État marocain, mais par la nation marocaine, ce qui est différent. Parce que c'est un modèle qui implique l'intervention de tout le monde, l'État, le secteur public, le secteur privé, les opérateurs internationaux qu'on va pouvoir attirer en tant qu'investisseurs dans notre pays, et enfin, le tiers secteur. Comment est-ce qu'on va faire pour financer les 4% de PIB et les 10% de PIB à terme, c'est-à-dire 40-45 milliards de dirhams, puis à terme 120 milliards de dirhams annuellement? Eh bien, de 5 manières différentes. D'abord, la croissance. La croissance est un processus auto-entretenu, vertueux. La croissance, si nous arrivons à atteindre les 6%, 6,5%, voire 7%, ben on va créer de la richesse et on va générer des recettes pour l'État. Deuxièmement, la réforme fiscale qui est proposée. Et la réforme fiscale qui est proposée, elle est d'une très très grande envergure. Je n'ai pas le temps évidemment de vous décliner. Comment vous allez résoudre... Attendez, je n'ai pas le temps de vous décliner toutes les mesures qui sont prévues dans le nouveau modèle de développement, mais sachez que les mesures que nous proposons vont permettre d'élargir l'assiette fiscale et de lutter efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale et de mettre en place une politique fiscale redistributive plus équitable au niveau des couches sociales, au niveau des générations et au niveau des territoires. Et cette réforme fiscale est de nature à générer pour l'économie nationale un minimum de 3% du PIB annuellement. 3% du PIB annuellement. Troisième source de recettes fiscales, c'est la rationalisation de la dépense publique. C'est la revue générale des dépenses publiques et c'est la réorientation de la politique budgétaire de l'État. Quatrième source, c'est la modernisation du portefeuille public de l'État. C'est 500 entreprises publiques qui aujourd'hui détruisent de la valeur pour l'économie nationale et demain vont commencer à produire de la valeur, en tout cas pour les entreprises publiques
à caractère marchand. Dernier point, et j'en finirai. Débordé, la régie nous la question du financement est importante. Et je ne voudrais pas laisser l'idée qu'il n'y a pas plusieurs sources de financement. La dernière source de financement, c'est la mobilisation des marchés financiers, des marchés des capitaux et la mobilisation des investisseurs internationaux et des partenariats internationaux du Maroc. Monsieur Laoufi, dernière réaction avant de clore le débat. Je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire Mohamed Ben Moussa sur la question du financement. Il a parlé d'une dynamique. On est sur l'horizon 2035 avec une transformation profonde de l'économie nationale, donc qui va générer certainement en tout cas on l'espère, de nouvelles ressources qu'on n'a pas aujourd'hui. Deuxièmement, dans le rapport, on distingue entre plusieurs maturités. Il y a un démarrage, le démarrage des réformes. D'ailleurs, certaines ont déjà commencé avant la sortie du rapport, notamment la réforme du secteur public. Donc ces financements de démarrage, d'amorçage du nouveau modèle de développement, ils vont se faire sur l'endettement. J'ai parlé tout à l'heure du nouveau cadre macroéconomique, notamment la politique budgétaire n'est plus contrainte par ces différentes contraintes du passé. Il y a un peu plus d'agilité, plus de résilience, donc ce qui va permettre au Maroc de s'endetter pour ces projets d'amorçage. Ensuite, malheureusement, c'est que les autres projets structurants, ils vont être financés. Je pense que vous aurez le temps d'interagir avec les citoyens, avec les opérateurs économiques sur le terrain. Malheureusement, le temps consacré à cette émission s'est écoulé. Je vous remercie, Monsieur Mohamed Ben Moussa, membre de la commission spéciale, pour ces explications. Je vous remercie également, Monsieur Nordine Laoufi, également pour ce décryptage, cette vulgarisation, ainsi qu'à vous, Monsieur Youn Skouri, pour le temps que vous avez consacré pour essayer de comprendre ensemble ce nouveau modèle de développement. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée sur notre antenne. À bientôt.